Donc, je vais ouvrir un atelier consacré aux élections régionales. Et puis, alors, on est dans une parité complémentaire de la non-parité de l'atelier d'avant, où ensemble on est paritaire à deux ateliers, on aurait dû s'organiser en tant que tel. On va essayer de vous donner envie de vous intéresser aux élections régionales. Alors, je le dis un peu à dessein, parce que quand on regarde l'histoire de notre mouvement, l'échelon régional, les régions, sont un échelon essentiel pour réussir tout ce que nous portons comme projet, tout ce que nous souhaitons transformer dans le monde dans lequel nous sommes. Et il y a eu un mandat de 2010 à 2015 où on avait 160 élus régionaux partout en France. Et par exemple, la loi transition énergétique et croissance verte, TEPCV, la loi TEPCV, aussi imparfaite soit-elle, a été largement influencée par des vice-présidents des régions qui ont beaucoup travaillé dessus, au moins autant, voire plus, parce qu'ils en avaient plus les moyens, que les députés que nous avions à ce moment-là, une vingtaine de députés dans l'Assemblée nationale. Donc les régions, c'est pas un second sujet, et sauf qu'on a un petit problème, c'est que ces élections régionales, elles sont un peu coincées entre deux échéances, les municipales qui ont duré longtemps, très longtemps, et puis les élections présidentielles, législatives qui vont venir derrière. On voit que cette fenêtre sur les régions, elle est un peu courte. Donc on avait envie non pas de vous dire, faire un bilan, parce que souvent c'est un peu voilà ce qu'on a fait, ou voilà ce qu'on aurait aimé faire, voilà ce qu'on a combattu. Sans doute intéressant, mais ça ne paraissait pas à ce stade-là être le plus utile à partager avec vous. Notre idée ce soir, c'était plutôt de vous restituer quelques grands axes prioritaires, des éléments d'un récit qui nous semble devoir se décider pour les prochaines élections régionales, ce qui va sans doute structurer, animer le débat de la prochaine élection qui, je le rappelle, a lieu en mars 2021, donc dans 7 mois. 8 mois peut-être, et donc ça vient extrêmement vite, et donc on est déjà dans le moment où tout ça s'accélère. Les élus régionaux, aujourd'hui, on a à peu près 61, 62, je ne sais plus exactement, et comme on n'est pas nombreux, mais même quand on était nombreux, on le faisait, on s'est organisé en coordination des élus régionaux. Donc nous sommes présents dans 7 régions françaises, et dans toutes les autres, nous n'y sommes pas du tout. Donc évidemment, avec une vraie difficulté pour la suite. Et nous nous sommes coordonnés, donc cette coordination des élus est animée par Sophie Bringui, qui n'est pas là, elle ne pouvait pas être là ce soir, et puis par moi-même, depuis le début du mandat. Et donc tous les mois, nous sommes connectés entre groupes des régions, nous travaillons ensemble, à la fois à identifier ce qui se joue dans chaque région, à identifier des sujets sur lesquels nous pouvons intervenir, à travailler à notre formation collective, à travailler au récit finalement collectif que nous pouvons construire. Et donc cet exercice nous a conduit, par exemple, à faire un travail il y a quelque temps à Tours. On a fait une séquence de mais comment peut-on parler de l'enjeu de l'effondrement? Alors j'ai utilisé le gros mot de l'effondrement, faut-il l'utiliser, pas l'utiliser, comment en parler, comment être capable d'en parler, mais on a fait un travail pendant 2 jours là-dessus, et dans un récit politique, comment on peut prendre en considération ces risques-là, comment on peut être désirable, alors qu'on n'a que des mauvaises nouvelles à annoncer, ou en tout cas des risques majeurs qui sont devant nous. Donc c'était extrêmement intéressant. Et puis plus récemment, la crise du Covid, et pendant cette crise du Covid, pendant le confinement, on a tous été bousculés dans nos responsabilités. Les régions sont un peu en première ligne sur des sujets pour demain, moins peut-être pendant, même si elles avaient des responsabilités vis-à-vis des activités économiques évidemment, vis-à-vis des transports, vis-à-vis des établissements comme les lycées. La question se posait, mais finalement, qu'est-ce que ça vient changer chez nous comme élus, et qu'est-ce que ça vient changer pour les conseils régionaux, cette crise? Ça nous a conduit à un processus de formation qui s'est achevé en début de semaine, dans lequel on a essayé de tirer des enseignements pour cette prochaine élection au lendemain de cette crise. Parce que, il faut se le dire, les élections se tiendront en mars, et en mars, on sera dans le dur des conséquences économiques et sociales de la crise que nous avons traversée, et que nous devons être capables de répondre à cette crise économique et sociale, en tout cas d'être capable d'apporter des réponses par les régions, pas toutes les réponses, mais une part des réponses par cet intermédiaire. Donc, on va non pas vous présenter un programme ou des idées de programme, mais on va tirer des fils de ce que pourrait être ce récit, chacun d'entre nous. Je me présente après avoir terminé mon propos, c'est pas terrible. Je suis Charles Fournier, je suis vice-président de la région Centre-Val de Loire. C'est ce qui reste au milieu quand on a fait toutes les autres régions. Donc c'est situé géographiquement Orléans et Tours. Voilà. Donc,
d'autres villes, mais Orléans et Tours sont celles qui peuvent être un petit peu connues. J'ai été jusqu'à peu président du groupe des écologistes. Nous sommes un groupe de 10 élus et qui a une situation assez intéressante puisque nous sommes dans la majorité. Sans nos 10 voix, il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que nous avons, dans le langage un peu technique, une minorité de blocage, mais nous avons surtout un peu le pouvoir de peser sur les décisions qui sont prises par la région, et donc c'est évidemment une situation confortable, mais la situation la plus confortable serait de présider des régions, et c'est bien ce qu'on espère pour la prochaine mandature. Voilà pour l'introduction. Chacun va d'abord se présenter, puis après chacun amènera des sujets. On n'a pas prévu qu'il y ait du public, parce que vous savez pas bien les conditions, on n'a pas prévu d'interaction. Voilà. Maintenant, voilà, je ne sais pas si le temps nous permettra, en tout cas on est plutôt parti pour vous présenter ça, et pas forcément d'interaction avec vous, mais si le temps le permet, on pourra imaginer quelques questions. On va commencer par Lucie, voilà, qui peut faire un chapeau général. Alors, on se présente toutes d'abord, et puis après j'enchaîne. Oui. Donc Lucie Etonneau, conseillère régionale Pays de la Loire. Donc nous, on est un groupe de 5 élus, on était 20 élus au précédent mandat, donc un groupe d'opposition, 5 élus sur 93, et on a un intergroupe avec le groupe socialiste, écologique, républicain et radicaux, le PS, pour faire simple. Donc, Maryse Ombre, je suis élue régionale de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes 17 élus écologistes dans le profil du Centre Val-de-Loire, c'est-à-dire que nous sommes une minorité dans une majorité, avec aussi cette capacité d'avoir une minorité de blocage. Nous sommes donc 17 sur 183 élus, avec 2 vice-présidences et 7 délégations. Bonsoir, donc Annie Lamar, je suis conseillère régionale d'Île-de-France. Nous sommes un groupe naturellement dans l'opposition à Mme Pécresse. Nous sommes un groupe de 18 élus où siègent des élus de Génération S, de CAP 21, de la FI et de la société civile. On a vraiment un groupe assez composite et qui fonctionne assez bien. Donc moi, je suis Myriam Laïdini, élue en Auvergne-Rhône-Alpes, dans un groupe qui est petit, qui a fluctué au niveau du nombre. On est maintenant 7, on a été même 9 à un moment donné, la majorité féminine, puisqu'on avait Jean-Charles Collas avec nous qui vient de démissionner, donc on n'est plus que des femmes. Cette femme, dans l'opposition bien évidemment de la majorité de M. Laurent Wauquiez, avec pour précision une forte présence Front National, une trentaine d'élus qui s'additionnent avec les idées qui sont similaires de la majorité, voilà, dans une très très grande région vers Rhône-Alpes. Peut-être on ne pouvait pas être plus nombreux ici, 2 régions qui n'ont pas été citées, dans lesquelles nous sommes présents. Donc nous sommes présents dans 7 régions. Donc nous avons la région Occitanie, il y a Agnès Langevin qui est vice-présidente de cette région. Vous êtes un groupe de combien d'élus 12 élus, et qui est aussi dans la majorité dirigée par les socialistes. Et puis la région Normandie, qui compte, je crois, un groupe de 4 élus aujourd'hui, qui est dans l'opposition à Hervé Morin, qui en est le président. Donc en gros, on a 3 régions où nous sommes en majorité, et puis 4 régions où nous sommes en opposition aujourd'hui, ou en minorité, mais enfin, c'est la minorité d'opposition quand même. Je vais enchaîner avec le récit, on va prendre un peu de hauteur, et ça c'est vraiment issu de l'exercice de formation des débuts de semaine. Donc ce récit sera différent de celui des européennes, ce sera aussi un récit différent de celui des municipales. C'est un récit qu'on a à construire à l'échelon régional. Un nouveau récit tout en gardant le cap, notre cap, c'est celui du bien vivre pour tous et pour toutes. Alors ça sera un cap de la convivialité, de la solidarité, du bien-être, du collectif, de la coopération, de la santé et d'un environnement de qualité. Et pour y arriver, il faudra à la fois conjuguer l'urgence et le long terme, la justice sociale et l'écologie, le global au local. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que ces aspirations, elles sont de plus en plus fortement partagées par la société civile. Et comment on va y arriver? Comment on va prendre ce chemin vers le bien-être? Il faut choisir un chemin qui soit de la transition écologique, sociale et citoyen. Et notre champ d'action et de conversion, il est énorme. On a beaucoup de choses à transformer et des actions à mettre en place. Des actions de court terme, de moyen terme et de long terme à mettre en place dès à présent.
Il faudra qu'on soit là, Charles l'a un peu évoqué, notamment face aux défaillances de l'État. Il faudra aussi que les régions soient là pour mettre du lien entre les actions à l'échelon communal, intercommunal, métropolitain, à l'échelon des départements. Et pour nous, élus écologistes, pour vous aussi qui allez nous accompagner dans ces campagnes, la région, c'est un lieu idéal pour penser, pour animer, pour coordonner les actions entre les territoires, pour avoir cette vision, pour assurer aussi de la cohérence et de l'équité entre chaque commune, entre chaque citoyen. Et ce changement-là, il est impulsé pour modifier, transformer notre façon de nous nourrir, de nous déplacer, de produire, de consommer et de travailler. Et c'est tout ce travail-là, ce cap en tout cas, d'un bien-être ensemble qu'on veut se fixer collectivement et auquel on veut apporter aussi des solutions concrètes. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces transformations, elles sont déjà là, elles sont à l'œuvre, il y a des initiatives politiques, citoyennes, et que la région, elle peut jouer ce rôle d'allié, de partenaire, pour faire grandir, pour faire fertiliser ces initiatives. Et en tout cas, il y a un véritable travail d'accélération que des majorités demain écologistes pourront porter. Pour nous, la région, c'est l'échelon idéal pour articuler le local et le global. On voit que quand on vit bien ici, ça contribue à bien vivre ailleurs, et que notre empreinte écologique, elle pèse sur la maison commune, sur notre maison commune. Donc, pour nous, la région, c'est là où on peut inventer, innover, co-construire, améliorer les processus de solidarité, de transformation démocratique et de transition écologique. Très bien, alors ça pose un chapeau général, parce que effectivement, nous avons une histoire à tenir. Il faut qu'on arrive à raccorder la région à la vie quotidienne de ses habitants. Parce que la région est souvent perçue comme une collectivité lointaine, peu accessible, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. En fait, elle s'occupe de la vie des gens. Elle s'occupe de compétences clés dans le quotidien des citoyens. Elle s'occupe d'économie, elle s'occupe d'emploi, elle s'occupe de formation professionnelle, elle s'occupe de mobilité, elle s'occupe d'alimentation à travers aussi des questions agricoles. Donc elle est au cœur de nos vies. Et pourtant, elle souffre aujourd'hui d'un éloignement, d'une perception un peu éloignée. Et justement, Maryse, là-dessus, où on considère qu'il faut travailler cette question de la proximité. Oui, tout à fait. En fait, nous sommes en première ligne en tant qu'élus régionaux pour être au contact des territoires. Et ce qui nous est remonté très très souvent, c'est que la région est perçue très éloignée des territoires, très éloignée des citoyens, où elle est dans le quotidien, alors que toutes les décisions qu'on prend à l'échelle régionale impactent justement le quotidien des citoyens. Mais la région est perçue comme une entité très lointaine. D'ailleurs, il y a souvent aussi une proximité qui est évoquée entre la région, c'est comme une métropolisation quelque part, pour montrer encore plus cet écart qu'il y a, ou qui existe entre les territoires, notamment les territoires ruraux, et la région par elle-même. Donc cette proximité, oui, pardon, cette proximité, nous devons la reconquérir, et pour ce faire, je vais vous raconter juste une petite histoire très courte qui informera aussi sur la façon dont on peut envisager comment reconquérir et comment pallier ce manque de proximité qui est fortement ressenti. Je vais vous parler de territoire et énergie positive. Alors peut-être que pour certains, vous connaissez déjà un petit peu la démarche. Je vais vous parler de la démarche et des territoires en même temps. C'est une démarche qui est une démarche territoriale, de planification énergétique et de mise en œuvre d'actions concrètes qui couvrent tous les usages de l'énergie, c'est-à-dire que ce soit sur la mobilité justement, sur l'électricité, sur le thermique, le chauffage, etc. C'est un outil de développement local qui est vraiment très important donc pour le territoire en lui-même, qui mobilise toutes les ressources et aussi tous les acteurs locaux. Je ne sais pas si vous voyez vers quoi je vais tendre. Ce sont des territoires donc, qui, juste pour la forme, l'origine de leur bien fondé, qui sont mobilisés autour du besoin énergétique et de les réduire au maximum et pallier les besoins d'énergie avec la promotion d'énergie renouvelable. Hein, c'est basé sur le scénario négawatt. Ce sont des territoires qui intègrent la question de l'énergie dans un engagement politique fort, stratégique et systémique, c'est-à-dire que c'est pas on envisage le transport et puis à côté la rénovation des... Non, c'est vraiment envisagé sur une échelle systémique de territoire. Ils inventent de nouveaux paysages énergétiques, ces territoires. Ils combinent des valeurs d'autonomie et de solidarité
ils mettent en œuvre des solutions innovantes. Ils se dotent de compétences et d'outils adéquats. Ils se dotent de ces compétences-là et d'outils aussi pour la mise en œuvre d'une véritable politique énergétique territoriale ambitieuse et qui a du sens. En fait, en conclusion, et c'est ce vers quoi je veux tendre, c'est qu'au-delà d'une politique publique, la région, dans ce cadre-là, souhaite donner au territoire une autonomie énergétique, bien évidemment, une émancipation de leur développement économique, une émancipation, à favoriser aussi l'émergence de véritables projets de territoire qui ont du sens. En fait, les régions se doivent d'accompagner les territoires en accord bien évidemment avec les schémas et les différents schémas et orientations et objectifs régionaux en termes de transition énergétique et écologique, mais dans le respect de l'identité de ces territoires et en fonction de leur profil, de leurs ressources, tant en matière humaine que véritablement ressources matières, et ce, dans un cadre basé sur la solidarité et la coopération. En fait, la région trace les grandes lignes d'orientation, d'objectifs, et doit donner les moyens aux territoires, et pour ce faire, elle doit les accompagner et aussi avoir un rôle d'animation très important. Et comme ça, on pourra reconquérir cette proximité qui manque entre cette entité qu'est la région et le territoire, notamment je pense aux territoires ruraux, puisque souvent les territoires à énergie positive, enfin en tout cas ce qu'il y avait en Nouvelle-Aquitaine, concernent les territoires ruraux où il y a tant de manque d'ingénierie et d'animation. Donc voilà comment, une façon peut-être d'envisager de reconquérir, de retisser ce lien qui manque entre les citoyens d'un territoire rural ou éloigné et la région en tant qu'entité qui est organisationnelle et voilà, et qui doit absolument tenir ce rôle d'accompagnement. Merci beaucoup Maryse. Alors donc la région comme acteur d'accompagnement des territoires, c'est-à-dire que finalement on n'aura pas un récit mais des récits qui vont se traduire, des projets qui vont se traduire dans les territoires, avec le rôle de la région, c'est d'écrire une histoire collective à partir de l'ensemble de ces histoires. Mettre de côté la question des territoires, ce serait de notre point de vue une erreur majeure. Il faut la passer au cœur de nos préoccupations. On n'a pas des réponses uniques qui vont partout quand on évoque les questions d'énergie. Chaque territoire peut avoir une histoire, sa propre histoire en matière d'énergie. Donc la proximité, c'est la relation avec les citoyens et c'est la relation avec les territoires. C'est nos manières de contractualiser avec les territoires. Dans les enjeux qui vont venir aussi et qui sont venus très fortement pendant la crise de la Covid, évidemment la question de la santé qui a été au cœur de toutes les préoccupations. La région n'a pas toutes les responsabilités en matière de santé, mais on sent bien que c'est un enjeu qui va structurer complètement la campagne qui va venir, à la fois en termes d'équipement de santé, de prévention santé. Là, c'est Annie qui va nous parler de ces questions. Okay. Alors, on a tous vu pendant l'épisode Covid combien notre système de santé n'était pas vraiment à la hauteur, combien ça a été compliqué, combien ça a été... heureusement qu'on a des personnels soignantes et soignants qui ont été là. Et juste pour rappel, 50 000 soignants et soignantes ont été répertoriés comme malades de la Covid. Donc, et ça, ce sont les répertoriés. Donc, peut-être certains et certaines n'ont pas été répertoriés. Donc, on peut imaginer les conséquences sur leur vie, leurs conséquences sur leur famille. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose. C'est juste, on a pu voir. On l'a vu. C'était dramatique. On s'est rendu compte aussi qu'on avait des déserts médicaux. Mais les déserts médicaux, on pense souvent aux territoires ruraux. Alors, on est en Île-de-France, on a des déserts médicaux en Île-de-France. On est sur un désert médical. Donc, la région, qu'est-ce qu'elle peut faire? Eh bien, c'est financer des maisons de santé. Financer des maisons de santé, mais avec une critérisation. C'est-à-dire que financer des maisons de santé là où on n'est pas en désert médical, il y a peu d'intérêt. Il y a de l'intérêt, mais on privilégie d'abord le désert médical. On peut aussi privilégier des maisons de santé qui sont vraiment à côté d'hôpitaux, puisque ça permettrait aux médecins libéraux, de pouvoir profiter de plateaux techniques, de ne pas avoir à financer des plateaux techniques, plutôt que de permettre à l'hôpital privé de se faire de l'argent sur tout ce qui est technique et qui rapporte de l'argent et qui laisse tomber le reste.
Donc ça, c'est un levier qu'on a, hein, le financement des maisons de santé, la formation des personnels de santé. Et donc, nous, écologistes, on parle souvent de prévention. Et c'est vrai que la formation ne prend pas assez en considération la prévention. Et notamment la prévention dès le nourrisson, dès le plus jeune âge. Et la prévention contre les violences chimiques, les violences psychologiques et les violences physiques. Parce qu'on sait maintenant, il y a des études, pas en France, mais à l'étranger, qui nous démontrent que les violences sur les tout petits ont des conséquences sur la vie d'ados et d'adultes. Et donc, en faisant de la prévention, eh bien, on a des gens qui sont mieux physiquement, mieux dans leur tête, et des adultes qui vont mieux. Donc ça, je pense qu'il faut développer ces formations, notamment auprès de tout ce qui est infirmières, infirmiers, personnel accompagnant. Voilà, je pense que là, on a beaucoup de choses à faire. Ensuite, je vais vous parler naturellement de la santé environnementale. La santé environnementale, on a des leviers au niveau de la région, puisqu'on s'occupe du logement, on s'occupe des lycées, enfin du logement, du bâti, on s'occupe des lycées, des infrastructures routières, des transports, etc. Donc déjà, dans les lycées, des lycées sans plastique, des lycées sans perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire avec des matériaux qui sont des matériaux sans conséquences sur la santé. Donc plus de PVC, il faut arrêter le PVC, ça va être un drame. Ce sont des cols qui sont pleines de perturbateurs endocriniens. Ce sont aussi les matériaux de construction, les matériaux de rénovation et tous les marchés pour tout ce qui est produits d'entretien, etc. Puisqu'on sait que tout ça c'est volatile, qu'il y a des effets cocktails, et le plus entre la pollution de l'air intérieur, et puis ce qu'on mange, hein, avoir du bio dans la restauration scolaire, c'est évite de manger des pesticides, tout simplement. C'est aussi, alors nos territoires, je ne sais pas si toutes les régions ont signé la charte sans perturbateurs endocriniens. Je sais que nous, en Ile-de-France, on l'a signée. Néanmoins, une charte sans perturbateurs endocriniens, quand on continue à développer des routes, quand on continue à avoir des incinérateurs, quand on continue à utiliser plein de matériaux qui sont très très nocifs pour la santé, eh ben, c'est un affichage. Donc il y a eu des belles cérémonies. Alors notre ami André Cicolella était fier à chaque fois, mais le pauvre André, il constate avec nous que derrière, eh ben, il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire de mettre de vraiment... je crois qu'il y a Bordeaux qui l'a signé juste avant les municipales, mais rien n'a été fait, quoi. On nous montre, on nous fait croire que... Donc, et perturbateurs endocriniens, ben, c'est aussi tout ce qui est espace public, sport, puisque les terrains gazon synthétiques sont pleins de perturbateurs endocriniens. Ce sont les piscines avec chlore. Le chlore pour les bébés, c'est une catastrophe, même pour les enfants. La preuve en est, c'est qu'à l'INSEP, les piscines sont sans chlore. Ils ont compris que d'avoir des sportifs toute la journée dans la piscine et des maîtres nageurs toute la journée avec du chlore et à respirer du chlore, c'est très mauvais pour la santé. Donc ça aussi, nous, on a un levier en tant que conseillers régionaux, en tant que conseil régional, c'est de ne pas subventionner des installations avec des perturbateurs endocriniens. Et puis je vais finir par l'eau, naturellement. L'eau, tout ce qui est qualité de l'eau, où on a aussi des outils. Et aussi tout ce qui est risque industriel, parce que quand on nous dit quand une usine brûle et qu'on nous dit bah non, il n'y a rien, il n'y a pas de souci derrière, moi j'ai du mal à y croire. On a vu pas une usine, mais Notre-Dame de Paris avec le plomb, c'est la catastrophe. Enfin, tout le plomb qui s'est déposé tout autour. Donc c'est aussi ça, et je pense que là on a vraiment on a vraiment des outils, et je pense qu'en plus c'est transversal puisque ça touche l'environnement, l'agriculture sans pesticides, c'est tout, c'est les transports, c'est l'eau, et donc je pense que c'est vraiment entrer par la santé environnementale sur beaucoup de sujets, c'est très écolo. Et puis penser à la prévention. Et je crois que là, on a du travail, on pourra faire tous ensemble. Merci beaucoup, Annie. Alors, donc, les régions, même si elles n'ont pas ces sujets-là dans les mains toutes seules,
c'est vrai que c'est un sujet essentiel. Elles peuvent intervenir par toutes leurs compétences sur ce que vient de dire Annie, mais on peut le voir et ça va être développé après. C'est pas des logiques en silo, c'est des logiques complètement transversales. Par exemple, en fixant des éco-conditionnalités, on peut travailler sur les enjeux de santé. Les régions peuvent compenser les défaillances de l'État. On peut tout à fait se passer notre temps à dire que l'État fait pas son job, mais il y a un moment donné, il faut apporter des réponses. Moi, je suis dans une région, par exemple, on a fini par salarier des médecins parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que nous sommes un des principaux déserts médicaux en France et que ne pas répondre à cette question, c'est une catastrophe. Catastrophe immédiate, pas pour demain, il faut être capable d'y répondre. Donc on peut sur ces questions-là prendre la main et apporter aussi des réponses qui n'existent pas. On verra aussi sur les questions de justice sociale, ce qui me permet de transmettre la parole à Myriam en disant que voilà, il y a un enjeu de transversalité qui est à travailler, de lien dans l'ensemble de nos responsabilités, et que si les régions n'ont pas la compétence sociale, à travers toutes leurs interventions, elles peuvent porter la justice sociale. Il faut qu'on ait à apporter des réponses concrètes sur ces sujets-là dans un moment qui sera un moment de crise majeure, et notamment les questions de revenus, etc., etc. Il y a plein de sujets que les régions peuvent travailler. Alors, j'ai très peu de temps, donc ça va être très rapide. Je commencerai par dire que finalement, notre position d'opposant à Laurent Wauquiez pendant 6 ans a été riche d'enseignements. Parce que ça nous a permis vraiment de voir quel était leur logiciel, de comprendre comment il fonctionnait, et surtout de mettre en évidence la pertinence de notre logiciel à nous, qui montre que notre projet est pertinent tant sur le fond, mais aussi sur la forme. Et j'en viens au mot qui, comme tu l'as dit, représente bien ça, c'est le terme du lien. Le mot, le lien, l'interdépendance qu'il y a, et j'évoquerai 3 points. Le premier point, c'est l'interdépendance, le lien indissociable entre justice sociale et justice écologique, qui est indissociable parce que, comme je disais à certains, pour partager équitablement les biens communs, encore faut-il qu'il reste quelque chose à partager. On peut le faire à travers les compétences de la région, y compris en allant un peu au-delà avec les moyens du bord en tout cas, dont on dispose. Je vais vous donner un exemple. À la campagne, en milieu rural, on est souvent soumis au tout voiture. C'est pas un choix, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Ça grève complètement les budgets. C'est une horreur. Il y a des gens qui se retrouvent en précarité terrible à cause du budget transport. La région, sur ce terrain-là, elle a grande compétence à le faire en mettant des bus, par exemple. Je donne un exemple, entre le Puy et à 25 km du Puy, il y a un endroit qui est très, très difficile d'accès en transport en commun, parce qu'il doit y avoir 2 bus dans la journée. Mais là, faire des bus cadencés, c'est une solution, et de manière indirecte, on permet de servir l'objectif de justice sociale et environnementale à la fois. Deuxième chose, deuxième lien, l'interdépendance, le lien entre le local et le global. Et nous, les écolos, en général, on est déjà bien ancrés sur ce sujet-là, parce qu'en plus, la crise du Covid nous a montré qu'on était bien tous colocataires, et qu'on ne pouvait pas y échapper. Et donc, ce lien entre local et global est primordial, et donc c'est à prendre en compte à travers une mise en compatibilité de toutes les politiques publiques, mise en compatibilité avec ces enjeux de justice et sociale et écologique. Un exemple, quand on parle du local au global, on pense souvent coopération décentralisée, solidarité internationale, humanitaire, etc. Mais en fait, c'est à travers toutes les politiques. Quand on va soutenir une politique économique, certaines entreprises, on a une responsabilité à voir quelles vont être les incidences en termes de justice sociale et environnementale ici, sur notre territoire, mais aussi quelles vont être les incidences sur les territoires bien plus éloignés de nos colocataires. Ça peut être l'exemple, par exemple, en agriculture. Nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est dans une... D'ailleurs, c'est la commission où je siège s'appelle Relations internationales et accords agricoles. On est dans une politique du chasseur-meute, ça je mets des guillemets parce que c'est leur propos, où on est dans l'exportation à tout vent. Donc, on a cette responsabilité-là de rendre compatibles toutes nos politiques, y compris les politiques qui sont censées être uniquement à incidence locale. Et puis je terminerai par un dernier lien qui a été évoqué beaucoup parmi nous, qui est le lien avec les habitants, avec les gens. Et quand j'entends habitants, c'est les gens qui vivent sur notre territoire, quelle que soit leur situation administrative, parce que quand on fait société sur un territoire, on n'a pas sa carte d'identité tatouée là, et on participe
à la vie du territoire. Et comment est-ce qu'on fait lien avec ce territoire? Nous, on a déjà commencé bien à travailler parce qu'on a l'habitude, nous les écolos, puisqu'on a en général, avant d'être élus, on est déjà militants dans les associations, donc on est déjà ancrés dans la vie associative avec les acteurs locaux. Ben, c'est poursuivre ce lien avec les acteurs associatifs qui ont des compétences, qui sont des ressources, mais aussi avec les habitants. Donc ça, c'est sur le travail des laboratoires, etc. Et puis, mais ça va être développé un peu plus, tout ce qui concerne l'inclusion et la participation aux décisions. Et c'est vraiment un enjeu d'inclusion et de faire corps ensemble avec les enjeux que vous connaissez aujourd'hui. Je terminerai en disant que c'est vrai que la région, les gens ne perçoivent pas toujours le rôle, même si on leur dit c'est les lycées, les transports, machin chouette. Moi, j'aime bien prendre l'image du chef d'orchestre. Dans un orchestre, vous pouvez avoir les meilleurs musiciens du monde, comme dans une équipe de foot, mais là j'y connais un peu moins. Si vous n'avez pas un bon chef d'orchestre, et ben pour mettre en lien tous les talents, ça ne marchera pas. Donc la région, c'est ça, c'est mettre en lien, c'est être le chef d'orchestre. Alors voyez pas chef au sens autoritaire, mais en tout cas un guide, un leadership d'un grand orchestre régional avec des orchestres plus ou moins grands, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, on est dans les sujets donc, qui vont structurer de notre point de vue cette campagne, la question de la proximité, la question de la santé, la question de la justice sociale, et puis tout à fait bien connecté à cette question-là, il y a un enjeu majeur dans de nombreux territoires qui va être celui de la mobilité. On peut aborder sous plein d'angles différents. Et je vais demander à Lucie, puisque c'est quand même qui s'occupe un tout petit peu de ces questions, même si ce n'était pas ce qui était prévu à l'origine, de nous dire quelques mots sur la mobilité, mais je suis sûr qu'il y aura leur opinion difficulté à le faire. Alors ça rejoint un peu sur des questions de mobilité, comme on va poser cet enjeu-là à l'échelle de la région, qui aura de plus en plus de compétences et de pouvoir de décision et d'accompagnement aussi, alors des communes, mais plutôt via les EPCI. Et demain, on va créer en fait une autre unité qui sera une unité des bassins de vie. C'est-à-dire qu'on va pas simplement regarder EPCI par EPCI, interco par interco, mais on va regarder par bassin de vie, là où se font les échanges entre le domicile et le travail. Et ça sera l'enjeu des prochains exécutifs, d'accompagner au mieux ces territoires à avoir une offre politique qui soit connectée. Alors quand on dit cadencée, qui permette d'aller à une réunion le matin, d'aller faire ses courses le matin et de pouvoir revenir dans la journée, qui soit aussi multiple, que ce soit du transport à la demande, qu'on puisse aller aussi en bus, que ça puisse être connecté au réseau ferroviaire. Et pour faire un petit focus sur le réseau ferroviaire, qui est la grosse compétence des régions qu'elles ont depuis les années 90, qu'elles exercent bien. Les TER, quand on voit comment ça fonctionne, peut-être un peu moins dans certaines régions, je pense à PACA, mais on n'a pas d'élus écolos, ça peut aussi être une explication. En tout cas, ces compétences ferroviaires qui vont aussi se développer avec les métropoles. Parce qu'on a l'enjeu des lignes dites petites lignes, qui sont plutôt les lignes structurantes, qui sont des lignes où il y a eu peu d'investissements, en tout cas depuis ces dernières années, et qui demain seront des lignes qui pourront être récupérées par les régions, avec les collectivités. Ça demandera du temps. Là, on sera sur du long terme, mais par contre, ça demandera à s'engager dès maintenant dans les travaux de ces voies-là, si on veut offrir des solutions de mobilité multiples sur les territoires. Et donc l'enjeu de mobilité, ça va être ça, ça va être d'avoir une offre multiple, une offre qui gagne quand même en lisibilité, c'est-à-dire qu'on a accès à l'information, et une offre aussi où il y a des facilités. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi et qui est souvent mis dans chaque programme et qui sera encore, je pense, quelque chose du programme, c'est la question du billet unique. Comment on facilite en fait l'accès à l'utilisateur. Et donc là, l'utilisateur, il sera aussi au cœur de ces questions. On a déjà, nous, des comités de ce qu'on appelle de ligne où on rencontre les réseaux, les réseaux SNCF, la région, les usagers. Et demain, comment on continue en tout cas ce travail avec les usagers pour construire une offre qui soit adéquate. Et du coup, la transition peut-être sur 2 points sur la démocratie, qui je crois qui sera aussi au cœur de la prochaine campagne, et on aura la chance d'avoir 2 régions en majorité qui auront mené des travaux sur comment on fait participer les citoyens à la prise de décision politique. On l'a vu, la région c'est une entité, une collectivité qui mène des politiques structurantes, qui a beaucoup de schémas,
des schémas pour déterminer son mode de transport, des schémas pour déterminer l'accompagnement des territoires. Et la question, c'est comment toutes les initiatives citoyennes, on les inclut dans ces démarches-là. Et là, on a le Centre Val de Loire et notamment le travail de Charles Fournier qui a sillonné les territoires pour dire qu'on peut demain faire de la démocratie en permanence sur le territoire, sur des questions précises, pas sur le global. En tout cas, vous avez fait un véritable travail là-dessus. Merci beaucoup, Lucie. Peut-être avant d'en dire peut-être 2 mots pour prolonger ce que tu as dit, simplement, la question de la mobilité, ça va être un des sujets au cœur des débats. Et je crois que nous avons aussi besoin d'avoir un propos un peu singulier sur ce sujet. Et je crois très important aussi de dire la contradiction que ça peut porter. Parce que plus de mobilité, c'est aussi le risque de plus de concentration dans l'organisation urbaine, dans l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que la vie que l'on risque de proposer, c'est une vie de mobilité. Alors évidemment, il faut répondre à ces problématiques aujourd'hui, mais quand vous avez une concentration des emplois, une concentration des activités, une concentration des services à un endroit, plus, évidemment, et c'est le paradoxe, surtout pas qu'il ne faut pas organiser la mobilité, plus vous allez organiser la mobilité, plus la tentation sera grande de concentrer les réponses en matière de services, en matière de commerce, en matière d'emploi, dans des zones, et donc d'avoir une métropolisation de nos territoires. Il y a un véritable enjeu, je crois, de porter cette double dimension qui est aménager le territoire pour avoir moins besoin de se déplacer, et se déplacer évidemment par choix et non pas par contrainte permanente. Et du coup, ça fait ta transition sur la question économique. Et c'est bien ça, c'est l'enjeu, c'est comment on met aussi travailler, consommer, comment on délocalise pour créer de l'emploi et pour permettre des déplacements différents et non nombreux. Tout à fait. Un des autres enjeux, évidemment, qui va être au cœur de cette campagne des élections régionales, c'est la question de l'économie. Nous sommes au moment où notre économie a été bousculée, elle a été même mise à l'arrêt par choix. Finalement, pour sauver notre santé. Et ça, on peut se dire que la politique est capable de ça. Elle est capable de ça. Ça, c'est le meilleur. Et quand je dis c'est le meilleur, en tout cas, c'était une nécessité de le faire. C'était pour notre santé. Et en même temps, on a pu mesurer les vulnérabilités de nos territoires en matière d'approvisionnement alimentaire. C'est le sujet qui est venu un peu rapidement sur la table. Mais on aurait pu parler de la gestion des déchets, par exemple, et toutes les difficultés qui ont été posées. Par exemple, beaucoup d'entreprises d'opérations de tri ont été arrêtées pendant la période où se sont faites, mais derrière, finalement, quand les déchets arrivaient à un endroit, il n'y avait plus de tri, où il n'y avait plus de fonctionnement du recyclage, et donc on a eu derrière des difficultés. Sur l'énergie, on a eu aussi des fragilités qui n'ont pas été très visibles et peu commentées. Moi, par exemple, dans ma région, j'ai fait le tour de tous les opérateurs d'énergie. Par exemple, GRDF m'expliquait dans la région qu'ils avaient un stock de pièces pour la maintenance qui leur permet de tenir 4 semaines de plus. Mais au-delà, ils ont eu des véritables difficultés à entretenir le réseau, puisque ces pièces-là étaient importées pour une bonne part, et que les entreprises qui intervenaient venaient de loin, tout étant à l'arrêt, ça posait aussi de vraies difficultés. On a vu les fragilités, les vulnérabilités. En même temps, on a vu la robustesse de ce système, malgré tout, qui est capable de redémarrer très vite et de redémarrer exactement comme il était avant. On a tous parlé d'un monde d'après, on l'entend déjà beaucoup moins dans les discours. On a l'impression que finalement, on va accompagner, c'est le risque, le monde tel qu'il est, et malheureusement avec des transformations qui vont être assez faibles. Si les mots ont pris de la place, relocalisation, résilience, s'ils sont sur toutes les lèvres, on a un vrai risque en tant qu'écolo, c'est que finalement, on n'y mette pas de sens opérationnel. Pour moi, l'enjeu dans cette campagne qui va venir, c'est d'être capable d'avoir un récit concret, précis sur qu'est-ce que ça veut dire que relocaliser, qu'est-ce que ça veut dire qu'économie circulaire, qu'est-ce que ça veut dire que conversion écologique de l'économie. C'est ça qu'il va falloir raconter. Plein de propositions à faire autour de ça, évidemment, mais c'est la responsabilité des régions d'être des démonstrateurs de ces transformations, tout en étant lucides sur le fait que tout ne se joue pas là. Il y a évidemment derrière des enjeux quant à des concurrences aujourd'hui existantes sur le prix, sur le coût des main-d'œuvre. Tous ces sujets ne vont pas se régler dans nos territoires. Par contre, on peut créer des écosystèmes favorables à des transformations. On peut accompagner de la relocalisation de chaînes de production sur des services de première nécessité, alimentation, en matière de santé, on en a parlé, en matière d'hygiène, sur des sujets qui nous servent dans nos vies quotidiennes, en partant de la réalité des ressources de nos territoires. Il y a des possibilités évidemment importantes. On peut sortir de l'incantation en matière d'économie circulaire. Je le dis, c'est un sujet que tout le monde brasse assez facilement, mais quand on regarde les bilans, et notamment il y a un bilan mondial qui est fait régulièrement, en fait on recule, on extrait de plus en plus de matière, on génère de plus en plus de gaz à effet de serre, et on a de plus en plus de déchets.
Et donc c'est le sujet, même si en France il y a plutôt un progrès, on sent qu'il faut concrétiser cette histoire, qu'il faut prendre toutes les dimensions de l'économie circulaire, ne pas oublier un certain nombre d'angles morts, par exemple l'extraction de matière. Les régions, il existe dans les régions, fait par l'État, des bilans d'extraction de matière, d'où vient la matière de ce que nous utilisons dans nos régions. Est-ce que ce que nous pouvons extraire va servir de la fabrication localement? Quel est le degré de localisation de nos activités économiques dans nos territoires? On peut vraiment travailler. Moi, je parle de territoire fabricant, je trouve que c'est une notion qui peut résonner et qui peut raconter quelque chose, et il faut que nous travaillions à ça. On n'y arrivera pas sur tous les sujets, mais il y a des sujets majeurs sur l'énergie, sur l'alimentation, sur les besoins de première nécessité, sur la santé. On peut reprendre la main, et la démocratie, c'est aussi ça. Pour être tout à fait complet sur le sujet de l'économie, nous avons aussi des enjeux énormes de conversion écologique, de filières économiques qui sont en train de se casser la figure ou qui ne vont pas tenir dans le temps. On peut remettre de l'argent, et c'est un peu la logique des raisons jusqu'à maintenant, c'est quand même l'attractivité, le soutien aux entreprises. On distribue beaucoup d'argent public avec des effets leviers très faibles, avec un impact social et écologique discutable. Et par exemple, les filières de l'aéronautique et de l'automobile, je connais bien dans ma région parce que nous on a beaucoup de sous-traitants qui travaillent pour ces activités-là, elles vont être en perte de vitesse, quoi qu'on puisse imaginer. Même si la régulation du trafic aérien ne se fait pas comme nous pourrions le souhaiter, on sent déjà la difficulté sur ce terrain-là. Et donc si on n'accompagne pas des conversions de filières d'activités économiques de sous-traitants, la chute sera peut-être un tout petit peu plus tard parce qu'on aura réinjecté de l'argent, mais elle sera violente. Et donc il faut les accompagner dans toutes les dimensions, passer des contrats de conversion avec ces filières, travailler sur la formation, travailler sur les investissements, travailler sur l'accès à des marchés, à d'autres activités. On a montré pendant la crise, par exemple dans ma région, la Cosmetic Valley qui fabrique des parfums, des produits d'esthétique, a été capable de réorienter en peu de temps ses chaînes de production pour fabriquer du gel hydro, pour fabriquer des masques. Ça, c'est possible. Si ça a été possible en ce moment-là, il faut que nous démontrions que c'est possible et qu'on donne un autre avenir. Et ça, je voudrais insister sur un point qui va relier avec la démocratie. C'est que ça, on peut le faire aussi en s'appuyant sur le savoir-faire des salariés des entreprises. C'est que ce sujet ne se traite pas qu'avec les chambres de commerce, qu'avec les acteurs intermédiaires, il se traite en direct avec les entreprises, les chefs d'entreprise, les salariés. C'est avec eux qu'on peut inventer l'avenir des entreprises. Et ça va être un des enjeux déterminants dans ce mandat. Voilà sur cette question-là, avec évidemment les régions ont la responsabilité de formation professionnelle, elles ont des responsabilités en matière de recherche. C'est un levier aussi pour tous les changements que nous abordons ici. On n'a pas le temps de tout développer, mais voilà un peu notre perception de ce qui va être au cœur des sujets. On n'a pas parlé du climat, pas parce qu'on pense que ça ne sera pas un sujet central, mais parce qu'on pense que c'est peut-être pas seulement parce que cette question-là que nous devons aborder les élections régionales. Ce sujet vient dans tous les sujets. On aura besoin d'organiser les acteurs, évidemment, pour répondre à cette préoccupation, mais il faut être capable d'avoir un récit qui parle dans la vie des gens, qui est en résonance avec la réalité des territoires. La crise des Gilets jaunes a été une crise des territoires. Et elle n'est pas totalement terminée, elle existe encore. Il y a aussi un sentiment d'être en dehors de la démocratie, d'être en dehors du progrès, d'être en dehors de la perspective de développement économique pour de nombreux territoires et pour les gens qui y vivent. Et donc les régions, c'est l'endroit où on peut refaire du lien, pour reprendre la formule que tu as employée, recréer cette connexion. Et donc c'est extrêmement essentiel, à mon sens, de balayer tous ces sujets-là qui vont être au cœur de la campagne. Voilà pour le schéma un peu général qu'on avait envie de proposer avec vous. On dit qu'il nous reste 4 minutes. Donc on peut... Ah non, même pas, on nous dit qu'on ne peut pas. Donc voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous. C'était alors L'idéal, ce serait une conclusion par une de nos représentantes. Bien sûr, bien sûr. Elles sont 4. Ouais. Donc ce serait quand même bien que ce soit la gente féminine qui clôt. Moi, je vais improviser une conclusion, c'est pas grave. Moi non plus, j'ai pas de détails techniques, c'est pas grave. Oui, on va avoir la réunion Zoom, c'est ça, on va faire une réunion en fait, on aurait voulu avoir un vrai atelier, une vraie plénière, on aurait voulu vous parler et préparer quelque chose au niveau des JDE, et ça s'est pas fait. Donc voilà, on a atterri sur ce format-là, qui en plus n'était pas le format de départ, puisque au départ on devait juste faire une vidéo sans public, donc on a été, pour ma part, j'ai préparé un petit peu, mais j'étais quand même surprise de vous avoir face à moi. Voilà, mais on est content, on est ravis
dommage, on ne peut pas échanger. Néanmoins, on va faire une réunion Zoom et on va aller plus loin. Et puis en tout cas, on compte sur vous parce que les régionales, c'est pas rien. C'est vraiment une élection qui est importante en 2021 et on a besoin de tout le monde, de toutes et tous, pour faire encore et encore avancer l'écologie. Car c'est juste ça qu'on avait envie de vous dire. Et en tout cas, nous, sortants, on est à votre service pour vous aider. Et on a besoin de votre expertise et de votre militantisme pour nous aider.